Bon, déjà, je pense que je vais commencer par me présenter. Il y en a certains d'entre vous qui me connaissent déjà, mais d'autres non. Et d'ailleurs, c'est chouette que des gens qui ne me connaissent absolument pas soient intéressés par la thématique de ce soir. Donc moi, je suis Zoé Ababou, j'ai bientôt 37 ans. Et moi, j'ai découvert en fait l'ayahuasca quand j'étais extrêmement jeune, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans. À l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance d'entrer en contact direct en fait, hein, avec, avec un mec qui était un shipibo qui travaillait vraiment de façon traditionnelle. Euh, du coup, j'ai vécu une expérience évidemment qui a été parfaitement transcendante en fait. Et, euh, et je pense que voilà, j'ai compris immédiatement que j'avais ouvert une porte que je serais complètement incapable en fait de refermer. Alors je sais que souvent on dit voilà l'ayahuasca change la vie des gens, qu'en une prise voilà. Moi je vois pas du tout les choses de cette façon-là. À un niveau thérapeutique ou à un niveau machin, l'ayahuasca c'est un processus de long terme. Par contre c'est vrai que quand tu fais une première expérience avec notamment un chaman comme j'ai pu connaître celui-là qui il y a un avant et un après et c'est enfin pour moi c'était juste impossible de pas persévérer dans cette voie en fait et de voir jusqu'où je pouvais aller quoi. Donc voilà, moi j'ai commencé l'ayahuasca d'une façon voilà pas en diète du coup, d'une façon isolée avec une prise. Voilà, vu que je suis une voyageuse en fait et que j'allais pas au Pérou en fait, voilà, c'était un voyage en fait que j'ai fait à 20 ans, mais un vrai voyage en fait. C'était pas du tout je pars dans la jungle prendre de l'ayahuasca parce que je sais que c'est là-bas et je reviens. Je l'ai rencontré au bout de 4 mois de voyage et j'ai continué pendant. C'était un voyage d'un an en fait. Donc voilà. Et dans ces circonstances, en l'occurrence, rapidement, je me suis retrouvée en diète de plantes en fait, parce que c'est comme ça que ça se pratique en fait vraiment de là-bas. Alors pas forcément, hein, on peut le faire de manière isolée, mais moi du coup, au bout de la troisième prise, en fait, j'étais déjà en diète de ma première plante. Alors c'est vrai que du coup, je suis complètement passée à côté parce que à l'époque, on ne parlait pas comme on parle aujourd'hui des diètes de plantes et de machin. Les chamans, ils n'étaient pas plus ou moins formés à s'adresser aux gringos et à leur offrir plus ou moins ce dont ils ont besoin pour enfin, mettre à leur portée vraiment ce qui se passe en Amazonie. Et moi, de toute façon, j'ai un caractère je préfère ne rien entendre. J'ai pas envie de farcir ma tête avec des préjugés que je devrais déconstruire derrière. Voilà, donc l'ayahuasca, je savais que ça existait, c'est pareil, mais j'avais fait exprès de rien lire, de rien regarder. Je l'ai pas cherché, ça m'est tombé dessus. Je savais forcément que j'allais tomber dessus, ça c'est vrai, mais j'avais fait exprès en fait de garder mon esprit vierge de tout, voilà, de tout préjugé, de tout quoi que ce soit. Donc c'était pareil pour la diète. Alors la première diète que j'ai fait, évidemment, je n'avais pas du tout compris de quoi il était question. Il y a, je pense encore de nos jours, beaucoup de gens qui abordent la diète d'une façon peut-être uniquement thérapeutique, en voyant en fait les plantes d'une manière extrêmement médicinale. Donc oui, ils ont compris quand même que ça soigne le psychisme et que ça soigne le corps, mais en fait, le processus de diète, c'est quelque chose qui va bien au-delà de juste en fait se guérir à travers des processus physiologiques ou psychiques en fait, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais déjà d'emblée en fait aborder avec vous. Parce que moi ça me passionne et que en fait c'est un savoir qui est d'une richesse folle et que les indigènes en fait ils maîtrisent quelque chose qui est absolument selon mon point de vue qui est complètement pour le moment en tout cas hors de notre portée. Donc je vais boire un petit peu d'eau et je vais continuer. Donc en fait en Amazonie il y a plusieurs plantes évidemment. Il y en a des milliards, voilà. Mais il y a ce qu'on appelle les plantes maîtresses. Donc elles sont pas toutes les plantes d'Amazonie ne sont pas des plantes maîtresses. Les plantes maîtresses, c'est les plantes qui ont un esprit en fait, qui ont un esprit et qui ont des choses, un savoir et un pouvoir à enseigner aux gens. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle plante en fait qui a forcément quelque chose à te raconter ou que si tu la consommes, tu vas voir son esprit, elle va t'apprendre des choses. Non, les plantes maîtresses en l'occurrence, il y en a peut-être quand même, il y en a une bonne centaine quand même, donc elles sont nombreuses, mais voilà, elles sont pas toutes maîtresses. Donc en fait le principe d'une diète c'est d'incorporer, d'assimiler en fait vraiment la plante en la consommant de différentes façons selon la plante que c'est. Ça peut être la racine, ça peut être les feuilles, ça peut être le tronc, ça peut être la sève. Et on dit d'ailleurs que pour vraiment connaître en fait une plante et l'esprit d'une plante, il faut faire tous les trucs en fait. La racine en fait c'est la chose la plus poderosa, la plus puissante. Donc en général on ne commence pas par la racine, on va commencer par les feuilles, l'écorce, la sève et ensuite la racine. Et effectivement, les chamans, voilà, anciennement on va dire, maintenant ça a un peu changé, mais anciennement
pour vraiment devenir amis et incorporer la plante, ils faisaient de cette façon-là. Donc c'est pas non plus comme on fait voilà, de nos jours, hein, les petites diètes effectivement qui durent une semaine ou 10 jours et qu'on pense qu'on est ami avec la plante et qu'on est allié avec elle. C'est quelque chose de bien plus profond. Donc en fait voilà, on va... alors il y a différents temps de diète, encore une fois, ça peut dépendre. Moi je sais qu'en tant qu'occidentale, pour avoir testé plusieurs formules, je préconise toujours une diète d'un mois. Parce qu'on voit en fait vraiment que la première semaine on se sent comme ça, la deuxième semaine on se sent comme ça, troisième semaine c'est là que la plante elle commence à rentrer et les chamans en fait ont des chants vraiment pour faire rentrer la plante et quand elle rentre à l'intérieur de toi tu le sens physiquement, hein. Pareil au niveau des rêves, il y a des rêves que tu es censé faire à un moment stratégique de la diète, enfin je vais en parler plus tard mais c'est vraiment très très articulé quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement je sais que de nos jours on propose des diètes ici en Europe, hein, des diètes assez courtes et tout ça, alors ça peut parfois marcher, il y a certaines plantes avec lesquelles ça marche, mais moi je sais que les personnes qui viennent vers moi par exemple pour faire des consultations, qui se destinent vraiment à partir en Amazonie et qui me demandent ce que je pense d'une diète de 10 jours ou ce que je pense d'une diète plus longue, ou d'une diète qui se passe aussi en Europe en l'occurrence, non, moi j'envoie tout le monde là-bas en Amazonie et je leur préconise une diète d'un mois minimum parce que je sais qu'en fait c'est au bout de 2 semaines. En fait, en général, ils proposent des formules de 10 jours et en fait, c'est au bout de 10, 15 jours que là, tu sens qu'en fait, ça commence à rentrer. Que les rêves commencent à se modifier, que tu commences vraiment à recevoir des enseignements de la plante. Donc 10 jours, en l'occurrence, on est sur du médicinal. Ça peut te nettoyer le corps, ça peut te nettoyer le psychisme, mais pour vraiment en fait devenir ami avec une plante, et encore le terme est un peu prétentieux, hein, moi je me prétends pas ami avec une plante, même pas, je veux dire, bon bref. Donc voilà, mais le but en fait vraiment, c'est de devenir effectivement ami ou d'être accepté par la plante pour qu'elle t'enseigne une partie de son savoir et aussi de son pouvoir. Le pouvoir, je sais que nous, de nos jours, c'est un peu mal vu le terme pouvoir parce qu'on voit ça forcément comme un truc égocentrique ou alors un truc de sorcellerie, clairement. Non, le pouvoir d'une plante, c'est pas ça. Et le pouvoir d'un homme, en l'occurrence, c'est quelque chose, je pense, dont on manque cruellement dans notre société. Il faut pas avoir honte, en fait, de chercher une force et d'éveiller un certain pouvoir en soi pour, en fait, retrouver sa liberté sur soi-même et sur le monde. Donc ça, j'y reviendrai plus tard aussi, c'est un gros thème. Mais moi, c'est particulièrement des trucs comme ça, en l'occurrence, que je travaille en diète. Donc voilà, tu vas consommer un verre ou 3 verres ou différents verres, peu importe, de plantes, voilà, comme ça. Mais tu Et, consommes que ça? pardon? Tu consommes que ça? Non, 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 non. Ah ouais, ok. Non, 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 tu manges. Alors après, le régime alimentaire est très strict. Pas de sel, pas de sucre, pas de gras, pas de viande, pas de machin. Mais non, non, tu manges quand même. Pas énormément, mais tu manges quoi. Oh. Est-ce qu'il y a des plantes qui se marient pas ensemble, comme avec Oui, certains médicaments, je pense? oui, alors de toute façon, euh, quand vraiment en fait tu te rapproches d'une plante et que tu diètes une plante, ça n'aurait pas de sens en fait de faire intervenir d'autres plantes. Après, c'est vrai que par exemple, euh, il y a un truc qui s'appelle la rosacha, qui dans le monde Shipibo, c'est une plante maîtresse, la rosacha. Et dans le monde Shipibo, en fait, elle est vraiment douée en fait pour dézinguer le mental. Et donc celle-là, quand tu diètes une plante et qu'au bout de 10 jours, il voit que ton mental il est en folie et que du coup, en fait, t'es pas en train de faire une bonne diète parce que dans ces cas-là, tu pars, en fait, tu manques de concentration et du coup, tu ne peux pas recevoir les messages de la plante que tu diètes. Dans ces cas-là, ils vont te faire inspirer de la rosacha. Donc là, par exemple, ça bloque pas, il n'y a pas de problème. C'est pareil, alors traditionnellement ça se pratique pas forcément comme ça, mais de nos jours en fait, quand tu fais une diète dans la jungle, tu as droit à 2 cérémonies d'ayahuasca par semaine. Et dans ces cas-là, l'ayahuasca en fait elle va servir d'interface visionnaire entre ta plante et toi. C'est quelque chose, voilà, donc l'ayahuasca par exemple ça bloque pas. Après l'ayahuasca on a tendance à dire que c'est la porte en fait, c'est la porte vers les autres plantes. Donc elle a un côté vraiment à faire le lien en fait entre les choses. Après oui il y a des plantes que tu ne peux absolument pas sous peine de mort hein, vraiment croiser entre elles, donc voilà. Alors on va aborder, je pense, en fait, ce que c'est une diète vraiment, mais du point de vue. On reviendra peut-être plus tard sur nous, le côté thérapeutique, le machin. Savoir en fait ce qui se passe en diète pour un Shipibo. Moi, c'est la tribu, la communauté, excusez-moi, Shipibo que je connais. Donc, c'est à travers leur prisme et leur paradigme que je vais vous parler parce que c'est le seul que je connais. Donc, déjà, pour commencer, ils considèrent qu'en fait, nous, les gringos, et peut-être aussi des gens de là-bas, euh, en fait, on est comme morts à l'intérieur. Euh, Il y a quelque chose qui s'appelle le kaya là-bas, c'est le principe vital, c'est la même chose que le chi ou ce que nous on appellerait l'énergie vitale. Ou je pense que toutes les traditions ont un mot pour cette chose-là. Là-bas, ça s'appelle kaya. Et en fait, cette énergie vitale, elle part de, comme le chi en fait en l'occurrence, hein, quelques doigts sous le nombril, voilà. Et donc en fait, quand on va là-bas, quand on va chez eux et qu'ils consomment de l'ayahuasca, par exemple, on arrive là-bas, on fait une première cérémonie.
Eux, ils boivent l'ayahuasca, nous, on boit l'ayahuasca. Et en fait, ils vont regarder notre corps. Apparemment, d'après ce qu'ils disent, notre corps leur apparaît un petit peu comme une cartographie de l'espace, enfin, avec les constellations enfin, on leur apparaît transparent et ils voient en fait je sais pas, nos méridiens, nos trucs comme ça en fait, et ils voient en fait les blocages de l'énergie en fait. Le kaya, qui peut pas monter comme ça, parce qu'en fait, c'est tout bloqué à l'intérieur pour différentes raisons. Alors eux, ils considèrent qu'on a déjà un gros problème de lien avec la nature, de lien au niveau des relations humaines entre nous-mêmes et avec nous-mêmes aussi. En fait, en gros, on est complètement déconnecté. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Hein, c'est pas difficile de s'en rendre compte. Voilà. Excusez-moi. Donc on est complètement déconnecté et on est comme mort aussi parce qu'en fait on n'est pas nourri. C'est pareil au niveau de l'alimentation, au niveau de la pollution, au niveau de tout ça en fait. C'est comme un cimetière à l'intérieur vraiment. Donc voilà, c'est comme ça vraiment en fait qu'ils nous voient. Et en fait, en l'occurrence, ils disent qu'ils voient comme des intestins. Les nœuds et le blocage énergétique, eux ils appellent ça voilà ça leur apparaît comme des intestins. Donc ça peut se cibler dans différents endroits. Donc voilà. Donc dans ces cas-là en fait, alors là, ça peut marcher pour la diète et ça peut marcher aussi juste pendant une cérémonie d'ayahuasca. Et ça, quand on comprend le shipibo, alors c'est pas mon cas, mais j'ai eu déjà la traduction de certains Icaros, c'est les chants sacrés en fait des shipibos. J'ai déjà lu des traductions d'Icaros. En fait, ils demandent à fluidifier en fait. Ils commencent déjà par fluidifier. Le plus possible, en fait, ils dénouent afin que l'énergie puisse circuler de cette façon-là, d'accord? Excusez-moi, j'ai vraiment soif. Oh. Donc voilà. Mais une fois que l'énergie circule, en fait, ce n'est pas non plus suffisant pour qu'on soit vivant. C'est pas juste l'énergie qui circule et ça y est, c'est débloqué, voilà. Et là, c'est là que la diète de plante maîtresse, en fait, entre vraiment en ligne de compte, on va dire. Euh, en fait, il faut qu'on porte vraiment, pour eux, en fait, un être humain, il n'est pas fini, il n'est pas complet, tant qu'il porte pas vraiment, en fait, la nature en lui. Mais c'est pas juste comme on dirait peut-être chez nous, enfin voilà, d'une façon très, je sais pas comment appeler, très éthérique, quelque chose d'assez conceptuel. Eux, c'est pas du tout comme ça en fait. Ils s'attachent vraiment, par la diète de plantes qui nous donnent en fait, à faire croître comme une jungle en fait à l'intérieur de nous. Et ça, ils le disent aussi dans leur chant si tu veux. C'est, voilà, en fait, l'idée c'est vraiment de faire croître une jungle entière à l'intérieur de nous et aussi de redresser les plantes qui poussent en fait. Parce que c'est pareil, une diète de plantes en fait, elle peut il y a tout à fait moyen en fait de se louper complètement en diète de plante. Ça suffit pas du tout de juste prendre la plante et de vomir en cérémonie d'ayahuasca et d'écouter les Icaros en fait. Pour vraiment en fait, il faut considérer que quand tu fais une diète de plante et que tu bois ta plante, c'est comme s'il y avait une graine en fait à l'intérieur de toi. Et la graine, elle va germer petit à petit. L'idée en fait, c'est qu'elle monte droit vers la lumière comme ça. Et pardon. Et dans le monde des plantes, en fait, ça c'est quelque chose auquel je pense que c'est quelque chose que les Occidentaux ne mesurent pas assez. En fait, les plantes, elles ont plusieurs mondes, dont un monde obscur, en fait, un monde lumineux, avec des esprits médicaux vraiment, qui lui sont attachés, mais aussi un monde obscur qui peut, lui, nous apprendre à faire de la sorcellerie et plus dans vraiment des questions d'ego, des questions de manipulation du monde, en fait, vraiment, quoi. Dans un but, on va dire, pas très clean. Donc on va dire que le vrai chaman, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment la médecine, en fait, avec les esprits qui lui sont associés. Donc en fait, toutes les restrictions qui existent en diète, l'isolement, le fait de ne pas pouvoir parler, le fait de manger de cette façon-là, le fait de machin, mais aussi, en fait, une concentration extrême et une attention extrême envers ses propres processus intérieurs. Donc en fait, tes pensées, ta concentration, les rêves que tu fais, eux, en fait, les chamans, ils sont capables de dire si tu diriges du côté obscur de la plante ou si tu te diriges vraiment, en fait, si tu fais croître, en fait, ta plante comme ça vers la lumière. Et d'ailleurs, à la fin de la diète, que ce soit en rêve ou en cérémonie d'ayahuasca, tu es censé en fait te visualiser à un moment ou à un autre, avoir une vision de toi au sommet de ta plante, en pleine lumière. Et ça, en fait, c'est une diète réussie. Ça, c'est vraiment, voilà, donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, je pense, qu'on mesure pas assez dans le monde actuel, parce que je sais qu'on propose des diètes de plein de choses, de tabac, de chêne, de rose, en France et tout ça, mais ça, c'est vraiment un principe, en fait, fondamental, qui fait qu'en fait, une diète peut te faire plus de mal que de bien. Donc ça, en fait, il faut faire très attention, et en l'occurrence, voilà, même des pensées, si ton mental est complètement déchaîné, que tu fais des rêves trop violents, des choses comme ça, ben, ça veut dire qu'en fait, tu diriges du côté, ta diète, elle est tordue, en fait. Elle part comme ça sur les côtés. Et en fait, le chaman, dans ces cas-là, son rôle, c'est un rôle de tuteur. Comme un tuteur qui va se mettre comme ça pour que ta plante, en fait, elle pousse droit comme ça. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose
Bah, moi, je trouve ça quand même quelque chose de magnifique. Déjà, en fait, qu'ils aient ces possibilités, en fait, à travers leur champ, de redresser ta diète, en fait, et de voir, toi, de quel côté tu te diriges. Et moi, j'aime en fait beaucoup aussi ce processus de, bah, que voilà, en fait, un être humain, pour vraiment être total et tout ça, il faut en fait qu'il ait incorporé la nature d'une façon absolument pas métaphorique, mais d'une façon réelle. Et ils disent en fait à la fin, quand une diète est réussie, qu'ils voient en fait comme une jungle sauvage dans notre corps. Et moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils sentent une certaine force à l'intérieur de moi et qui se demandent un peu d'où ça vient. Et moi, je pense en fait que je charrie avec moi, effectivement. Alors, moi, j'ai fait des diètes tordues, hein, comme tout le monde. Hein, je me suis fait avoir comme tout le monde. Et les chamans ont dû redresser les anciennes diètes que j'avais fait dans le passé. Alors, voilà, hein, je donne de conseils à personne. Mais par contre, effectivement, je sens quelque chose en moi qui est du domaine, en l'occurrence, oui, du pouvoir, de la force. Et moi, c'est principalement, je pense, pour ça que je communique en fait autour de l'ayahuasca et des plantes maîtresses dans mes livres ou dans mes blogs ou des machins comme ça. Parce qu'en fait, avoir récupéré cette force en soi, je trouve que ça donne, déjà, ça donne une certaine magie à la vie. Ça donne une soif de vivre aussi, je pense, dont on est parfois dépourvu dans un monde assez désenchanté. Et voilà. Donc ça, je pense avoir fait déjà un petit point sur ce que c'est profondément la diète de plantes maîtresses et d'expliquer pourquoi en fait, pourquoi c'est bien quand on veut faire ça, pourquoi c'est chouette en fait d'aller chez les indigènes, parce que tous ces concepts que je viens de vous expliquer, avec justement les chants, c'est pareil, les Icaros, c'est pas juste en fait des jolies chansons en espagnol, c'est absolument pas ça. En fait, un chaman à la base, il a aucun chant. Les chants, c'est pas des choses qui se transmettent de maestro à disciple. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, alors ça c'est quelque chose de très alchimique aussi en fait. Les chamans en fait ils apprennent directement de la nature. Pas d'une façon comme nous au microscope et de comprendre les choses, mais directement de la nature. Donc en fait c'est comme ça aussi qu'on raconte que l'ayahuasca est venu... parce que l'ayahuasca en fait c'est un mélange d'une liane et d'une feuille qu'on fait bouillir longuement ensemble. Et vu le milliard de plantes en fait qu'il y a dans la jungle, c'est techniquement impossible, même avec le truc du processus du test erreur ou je ne sais quoi, ou par miracle on ne sait pas quoi, c'est impossible en fait qu'ils aient trouvé vraiment cette recette. Et en fait, il n'y en a pas 36 milliards dans la jungle qui portent cette molécule-là et cette molécule-là, et que quand tu les fais cuire, ça donne ça. Donc en fait, les chamans racontent, alors il y a plusieurs histoires, hein, c'est vrai quand même. Il y a l'histoire de l'anaconda mythique qui est en fait un double anaconda qui leur a amené la médecine. Il y a aussi en fait le fait que ce soit les plantes directement qui leur ont dit bah écoute il faut que tu mélanges cette plante et cette plante. Donc bref en fait ça c'est le principe vraiment, le principe des chamans en fait, j'ai envie de dire qu'ils apprennent directement de la nature. Donc de cette façon-là, eux en fait traditionnellement pour devenir vraiment chaman en fait et obtenir le savoir et la capacité en fait de guérir les autres, ils vont s'isoler dans la jungle très longtemps, ils vont diéter les plantes. Et en fait les plantes, c'est elles qui vont leur enseigner comment voir, comment se déplacer dans les différentes dimensions, comment guérir. Et en fait c'est à travers le chant qu'elles le font. Alors ça passe principalement par l'entremise des rêves en l'occurrence. Et pour les chamans, c'est pas l'ayahuasca en fait. L'ayahuasca, ils le font pas comme nous en fait, que nous on a vraiment besoin de l'ayahuasca pour avoir un monde visionnaire. Eux en fait c'est principalement par le canal des rêves qu'ils font ça. Donc en fait apparemment quand ils diètent comme ça longtemps, alors vraiment très isolés, hein, ils voient personne, c'est sur des années, c'est un vrai processus encore une fois ils sont la nature quoi clairement. Et en fait les plantes, la plante que le chaman y diète en ce moment, voilà, elle va lui apprendre en fait un chant à travers ses rêves. Et lui c'est son rôle en fait vraiment de surtout s'en souvenir. Donc ça va peut-être prendre plusieurs rêves, il va commencer à entendre une petite mélodie, il va essayer de la chantonner un petit peu, et voilà, et le rêve d'après, voilà, il la rechoppe, et petit à petit, en fait, il s'approprie son chant comme ça, et c'est comme ça, en fait, que la plante lui transmet son savoir. Donc moi je trouve ça déjà magnifique en fait que les plantes, et on est en train de le vérifier parce qu'il y a des gens en fait qui font des tests avec les plantes et qu'on s'aperçoit qu'en fait les plantes effectivement elles ont alors je sais pas comment on appelle ça, pas des ultrasons mais enfin elles ont des trucs comme ça. Quand tu écoutes vraiment avec le bon appareil, en fait, les plantes chantent vraiment. Donc ça, c'est marrant de voir qu'en fait, le savoir indigène, enfin que le savoir qu'on est en train de voir maintenant, c'est un truc que les indigènes ils utilisent depuis 5000 ans, et qu'en fait, là, grâce à les avancées de la science, et aussi le fait qu'en fait, on commence à chercher là où il faut, parce qu'on aurait peut-être pu le découvrir plus tôt, ça, que les plantes chantent. Mais on commence à prêter l'oreille à ce que disent les indigènes et se dire, mais attends, ça fait 5000 ans qu'ils disent ça, et là maintenant on a les techniques, et on dit, mais putain, c'est vrai que les plantes elles chantent en fait. Ça, c'est quand même incroyable. Elles ont tout un truc différent quand même. Donc moi, j'adore en fait voir que les avancées de la science, ça permet en fait de voir que ce que disent les indigènes depuis toujours. Puis ils avaient raison. Alors c'est pas par le même canal. Eux, leur science, ça c'est pour ça que c'est une science alchimique. Les alchimistes en l'occurrence, ils disent qu'ils apprennent dans le grand livre de la nature. Donc c'est pas à travers les concepts, à travers les tests. Non, c'est pas comme ça.
quand t'es peut-être toi-même la nature, en fait, tu vois que la nature se parle à elle-même et tu reçois des messages que nous, gens complètement bloqués, on est incapable de recevoir. Donc c'est quelque chose que je trouve de magnifique. Et donc, quand la plante enseigne l'Icaro au chaman, quoi, et ben en fait, cet Icaro, ça devient en fait le véhicule de l'énergie de la plante, de son énergie de guérison. Donc en fait, quand un chaman, il vient auprès de toi, alors souvent, c'est même pas lui en fait qui décide quel Icaro il va te chanter. Genre, oh bah la petite elle a mal au ventre, je sais que, je dis une connerie, je sais que Luchu Sanango c'est bon pour le mal de ventre, donc je vais lui chanter l'Icaro de Luchu Sanango. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est les plantes qui viennent et qui se présentent à lui, et lui après, il se met comme canal en fait pour chanter à l'intérieur de toi en fait la plante qui veut venir t'aider. D'ailleurs en diète aussi, alors ça se pratique pas comme ça partout, mais moi l'endroit où je vais par exemple, c'est la plante qui te choisit pour diéter avec toi. C'est pas le chaman qui te dit ça, voilà, toi tu as ça comme problème, je vois que tu es un peu agité, prends ça, toi ça va être ça. Non en fait, lors de ta première cérémonie d'ayahuasca, il appelait les plantes qu'il a diétées les unes après les autres, et il y en a une qui va se présenter pour dire moi je veux diéter avec cette nana. Et je te jure qu'à chaque fois, pour avoir connu plusieurs personnes, c'est 100% juste. Tu dis putain cette plante elle est parfaite pour moi. Elle s'est présentée, c'est la bonne, voilà. Après, sans parler de quand tu es en diète ou machin, quand tu es en ayahuasca et que du coup tu es en souffrance, tu as des problèmes, peu importe, le chaman il vient auprès de toi en fait et il va te chanter. Il te chante en fait directement à l'intérieur de toi, dans ton corps énergétique en fait. Il te chante l'énergie de la plante, l'énergie de guérison de la plante que lui il a diété. Et c'est pour ça qu'on dit que plus un chaman a d'Icaros différents, plus il a de pouvoir. Parce qu'en fait, il a tout un panel d'amis, d'alliés dans le monde invisible, qui sont prêts et qui sont chacune bonnes pour quelque chose, et qui peuvent, du coup, si tu as plein de problèmes, enfin voilà, des gens ont plein de problèmes différents, il a, lui, tous les remèdes, en fait, dans les plantes là-bas, et il peut chanter différent à chacun. Donc c'est aussi comme ça qu'on reconnaît qu'un chaman, effectivement, il a bien diété tout ça, parce qu'en fait, il a plein d'icaros et qui lui sont propres, en fait. Donc c'est aussi, voilà, moi c'est aussi pour ça que je me confronte à certaines choses qui se passent en Europe ou des trucs comme ça, parce que voilà, les Icaros, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et moi, c'est quelque chose que quand tu sais ça, en fait, mais tu les respectes profondément. Et t'as plus envie que boire de l'ayahuasca quelque part et qu'on te chante une petite chanson espagnole gentillette et que c'est la même pour tout le monde. T'as plus envie de ça. Et tu la vois, les différences. Tu la vois quand t'es en ayahuasca là-bas dans la jungle et qu'effectivement, alors en plus, ça nettoie vraiment les champs chipibo. Il y a des fois où vraiment t'as envie de supplier le mec de se taire, tellement ça te remue et que c'est pas agréable en fait. Hein. Alors il y en a qui sont très jolis et puis ça dépend dans quelle phase de la cérémonie tu es, donc ça se passe bien. Mais il y a des fois où c'est extrêmement. Mais tu sens que ça remue quoi. Le mec il va vraiment décoller les trucs et voilà quoi. Pareil en ce qui concerne le tabac. Le tabac en fait, c'est à travers son souffle en fait. À travers son souffle, à travers le souffle, quand il te souffle dessus, tout ça, c'est pareil en fait. Le souffle, c'est vraiment un canal pour atteindre ton corps énergétique ou je ne sais quel corps, en l'occurrence, il y en a plein des corps. Et le tabac est essentiel aussi comme ça. Le tabac, c'est pareil, il est ami avec toutes les plantes, lui. Il est vraiment. Et les plantes, en fait, c'est un peu une nourriture. Par exemple, quand tu vas couper la chacruna pour aller cuisiner ton ayahuasca, et ben en fait, il faut que tu souffles le buisson de chacruna avant pour en fait déjà demander la permission de lui couper de lui couper les feuilles, quoi. Et après aussi pour le nourrir, tu vois. Et dans ces cas-là, voilà, il accepte. Et il y a des choses vraiment. Alors, ça, par exemple, c'est intéressant. Regarde, moi, j'ai diété la yaouma. La yaouma, c'est un très grand arbre. C'est le cannonball tree qui, à la base, en fait, vient d'Inde. Donc c'est un grand arbre comme ça avec des fleurs absolument magnifiques qui sentent bon et des fruits en boulet de canon, c'est voilà, avec un fruit violet à l'intérieur dont tu peux te laver, tu peux vraiment te purifier, bon peu importe. Cet arbre en l'occurrence, puisqu'il a les fleurs et les fruits très sucrés, il y a plein de grosses fourmis et dans la jungle les fourmis elles peuvent être extrêmement mauvaises. Pour avoir fait le test, enfin le test, j'ai pas fait exprès, voilà, c'est des petites conneries qu'on fait nous les gringos. Moi, je suis folle de la yaouma. Et donc, il y a une époque où je travaillais plus ou moins dans un centre. Et donc, tous les nouveaux arrivants, je leur disais, allez, je vais vous montrer mon yaouma. Et puis, je prenais des fruits et on les ramenait au centre pour leur faire leur nettoyage aux gens. Quand ils diètent pas encore d'autres plantes, ils se frottent avec, sous la douche, le visage, ça te fait le visage tout doux, les cheveux magnifiques, incroyable. Bon, bref. Donc, c'était mon petit plaisir d'aller leur montrer mon yaouma que moi j'avais diété et de les faire se laver avec les fruits compagnie. Et il y a une fois, effectivement, que j'ai oublié de le souffler parce que des fois tu papotes, enfin voilà, j'ai oublié. Tu le crois que les fourmis, quand j'ai ramassé les fruits, les fourmis direct, elles sont venues m'attaquer alors que c'est jamais arrivé. Et ça, c'est des légendes plus ou moins, mais qu'on raconte et qu'effectivement, quand tu respectes le truc et que tu fais, non, les fourmis, elles viennent pas te piquer, en fait, tout va bien. Et c'est un truc que j'ai pu vérifier, c'est un truc, il y a des choses assez impressionnantes, en fait, avec les arbres. Alors les moustiques, ça dépend des périodes. Il y a des moustiques vraiment, il y a des périodes vraiment atroces au niveau des moustiques. Après globalement, quand tu diètes de la manière que moi je diète et que les tombeaux pardon sont bien isolés, en fait de toute façon tu restes dans ton tombeau.
tu restes dans ton tombeau et si la moustiquaire est bonne, tu te fais pas trop attaquer non plus, un peu quand tu vas te laver vite fait à la douche. Et puis le soir, ils mettent des spirales en fait. Tu sais, des spirales anti-moustiques dans la maloca. Et franchement, t'es pas emmerdé. Enfin, moi personnellement, ça allait quoi. Voilà. Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, oui, le tabac c'est quelque chose de spécial aussi, voilà, dans machin. Mais tout ça, en fait, on découvre, en fait, quand on commence à s'intéresser vraiment, qu'en fait, c'est un paradigme qui est tout à fait articulé, qui est tout à fait cohérent, et ils savent ce qu'ils font, en fait. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Donc moi, j'ai vraiment un respect infini pour ces gens. J'aime vraiment travailler avec eux, et c'est pour ça que bien que des fois, je me sente un peu coupable de continuer à diffuser des informations autour de l'ayahuasca, parce que ça devient vraiment n'importe quoi et que je culpabilise un peu en fait de contribuer au fait de donner envie aux gens d'aller la consommer. C'est vrai que ça me pose un dilemme, mais c'est très difficile en fait, notamment en tant qu'artiste, parce que voilà, si j'avais pas écrit des bouquins en l'occurrence qui parlent vraiment de ça, je pense pas que je me serais donné la peine de faire un blog, de faire des consultations aux gens ou même de venir sur Facebook, puisque à l'époque j'avais même pas Facebook en fait. Je suis venue uniquement pour essayer de me faire connaître en tant qu'artiste. Euh, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, et ça tout le monde pourra en témoigner, je pense, des gens comme Yann Kounen ou Gaspard Noé, ou même celui qui a fait Avatar par exemple, une fois que tu as découvert l'ayahuasca et le monde des plantes comme ça, c'est extrêmement difficile en fait de pas en témoigner, de pas témoigner de la beauté de cet univers, du pouvoir de ce monde, d'en témoigner en fait dans ton œuvre. Enfin moi je sais que voilà, j'étais déjà écrivain, oui, j'étais déjà écrivain avant de la rencontrer, mais je pensais écrire juste un livre à la base, et quand je l'ai rencontré, mais je dis mais c'est impossible que j'incorpore pas l'ayahuasca dans la trame de mon livre, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec 6 bouquins, et qu'en fait l'ayahuasca est devenu vraiment comment on appelle ça, la clé de voûte en fait, et la clé de voûte de toute cette saga en fait. Et après c'est vrai qu'en tant qu'artiste en plus, enfin je sais pas, tu te sens comme, je sais pas comment expliquer, c'est joli en fait de parler d'elle d'une façon, de l'incorporer dans ton art, c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, moi j'ai un petit peu ce petit dilemme là, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui je suis quand même contente en fait que vous m'écoutiez, que ça ait l'air de vous intéresser, ce que je vous partage au sujet du savoir indigène. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour déjà en ce qui concerne la diète vraiment de plantes. J'aborderai le thème du travail intérieur, alchimique, tout ça avant. Vous avez des questions ou pas? Allons-y. Sinon, je bois un litre de thé et je reprends. Moi, j'aurais une question. Oui. En fait, donc la diète de plantes maîtresses, c'est vraiment spécifique au Shipibo. Toutes les autres communautés qui prennent de l'ayahuasca, qui diètent pas les plantes maîtresses? Non, il y a d'autres. Il y en a pas beaucoup. Alors, c'est pas partout, mais il y en a d'autres, des tribus qui pratiquent la diète. Ah ouais, Au Pérou, et je crois... Non, c'est pas que les Shipibo, mais c'est pas... il me semble qu'en Équateur, il y en a qui le font. Par contre, les noms des tribus, je peux pas te les donner. Mais en Équateur, il y a 3 ou 4 autres communautés qui le font aussi au Pérou. Donc, eux, après... On a quand même l'impression que c'est eux qui ont été les plus loin vraiment dans la connaissance de la pratique de la diète, ou peut-être que les autres ça s'est un peu effacé et que eux, à cause de la pub que Yann Kounen leur a fait dans d'autres mondes, bah, c'est revenu en force on va dire, et que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est eux qui maîtrisent et pas les autres. Mais non, il n'y a pas uniquement eux. Parce moi j'ai l'impression en fait, tu vois, en t'écoutant, c'est vrai que c'est ce qui m'a convaincu aussi bon, voilà, de venir et tout, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que ça sert à rien de prendre de l'ayahuasca s'il n'y a pas de diète avant de plante maîtresse. Tu vois, c'est ça que je me dis aujourd'hui. En fait. D'accord. Alors non, honnêtement, je pense pas non plus que ce soit ça. Mais par contre, là, bah, c'est bien parce que ça fait un peu le lien par rapport à ce que je voulais dire après. Non, je critique absolument pas l'ayahuasca isolé. Et moi, personnellement, en fait, je pense que oui, que ça a changé ma vie en fait dès la première prise. Ouais. Après voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance effectivement de prendre avec un Shipibo, d'avoir une expérience absolument totale. Et voilà, après ça n'a pas changé ma vie dans le sens où je suis rentrée chez moi à la fin de mon voyage et j'ai commencé à modifier tout un tas d'habitudes et j'ai commencé à... Pas de cette façon-là. Après, voilà, moi je suis une artiste et ce qui est sûr c'est que par contre mon livre il a changé de gueule du jour au lendemain, par contre ça c'est une certitude. L'ayahuasca isolée, je pense elle peut avoir de gros bénéfices. Elle peut avoir des gros bénéfices et elle-même quand même c'est aussi une plante maîtresse elle aussi, et elle a de gros enseignements. Elle a de gros enseignements à transmettre par elle-même et elle peut faire bouger des choses à l'intérieur de toi. Alors ça on va dire d'un point de vue thérapeutique, mais aussi elle peut en fait déjà parce qu'elle est visionnaire et c'est finalement les autres, alors il y en a quelques autres qui sont psychotropes, mais la majorité ne le sont pas. Et le monde visionnaire de l'ayahuasca, c'est un support d'enseignement
absolument, absolument magnifique en fait. C'est une, je sais pas comment expliquer en fait. La transe. Alors, on va faire peut-être une différence entre la transe et les visions, ou la transe visionnaire, non. La transe visionnaire, quand tu apprends en fait à diriger ton esprit dans cette transe qui est absolument phénoménale, hein. Alors après, encore une fois, je connais des gens qui ont plein d'expériences différentes. Moi, ma transe, elle est phénoménale. Et en fait, apprendre à gouverner mon esprit, mes émotions, mon mental et plein de parties de moi à l'intérieur de ce truc complètement fou, bah, naturellement, si tu veux, ça m'apprend de retour dans la vie quotidienne, d'être capable d'user de mon esprit d'une façon bien plus différente. Je veux dire, si tu as été capable effectivement de te confronter à des trucs vraiment ardos quoi, de l'autre côté, bah, l'idée c'est pas juste d'être un super warrior dans le monde de l'ayahuasca. L'idée c'est qu'en fait, la façon dont tu as appris effectivement à gérer tes émotions, à gérer ton esprit, à pas te laisser happer, cristalliser par les choses, à voir qu'en fait, quand tu cristallises pas ton esprit sur quelque chose qui te dérange, que ce soit en vision d'ayahuasca ou dans la vie de tous les jours, à ne pas cristalliser, à faire machin et à tourner en boucle dessus, quand tu arrives en fait à être fluide et à s'apercevoir qu'en fait quand tu en ayahuasca, si tu as des visions qui font peur et qu'en fait tu es capable toi de pas faire comme ça, mais de rester comme ça sans bouger, et ben les visions elles se transforment, les araignées se transforment en joyaux, les joyaux se transforment en lacs, les lacs ils se transforment en serpents qui fusent vers le ciel. Tu rejoins le Big Bang ça se transforme en fleurs. Donc en fait, ça c'est le flow de la vie. Et quand tu es capable en fait de voir en ayahuasca que quand tu manipules ton esprit comme ça, de sorte qu'il ne cristallise pas mais qu'il soit vraiment ouvert, et ben dans la vie de tous les jours, quand il t'arrive une merde, ben c'est pareil. T'es pas en train de ah machin, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème. Non, la vie si tu la laisses faire, elle se transforme. Et un problème n'est plus un problème parce qu'en fait il mute en quelque chose d'autre. Mais si toi tu focuses dessus indéfiniment, oui là ça devient un problème. Ça devient un problème dans ta tête et ça devient un problème aussi dans ta vie. Parce que plus tu te concentres sur les choses, plus en fait tu leur donnes de la force. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai principalement appris dans mes cérémonies d'ayahuasca, mais que je m'attache vraiment à appliquer dans ma vie, parce qu'en fait, pour moi, le savoir qui se passe en ayahuasca, t'es pas juste censé, voilà, t'es censé le ramener ici. L'ayahuasca, c'est pas une finalité non plus, en fait, c'est un support. C'est un support, c'est un maestro, c'est un maître d'apprentissage, c'est un maître zen, c'est ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de savoir après ramener les expériences et les connaissances que tu as fait de l'autre côté, d'être capable de te comporter pareil, parce que voilà, notamment si on considère que le monde en fait c'est une simulation, que c'est toi en fait qui crée ce que tu vois, voilà, c'est comme les visions en fait, si tu veux, c'est comme un rêve ce qui se passe ici. Donc voilà quoi, je sais pas si je t'ai répondu. Ouais. Ça va. C'est cool. D'accord. Ouais, je passais maintenant, mais en fait, tu parles de plantes maîtresses, mais c'est toujours des plantes maîtresses d'Amérique du Sud. C'est pas transposable ici. Alors, Pas la connaissance, mais il y a plein de plantes ici. oui, mais alors je ne sais pas, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de tradition de diète. Je pense pas. Alors, je sais qu'effectivement, les sorcières et les druides, ils manipulaient les plantes, ça c'est une certitude. Et notamment les sorcières, hein, avec la fameuse datura, quand même, au final, le balai, elles se le mettaient sur les muqueuses, hein, c'est pour ça, hein, voilà. Donc, et je peux dire, pour en avoir pris de la datura en Amazonie, du Toé, waouh, pour se le mettre là, je vais te dire que tu as intérêt à maîtriser. Donc elles étaient potes avec les esprits des plantes, ça c'est une certitude. Après par contre la diète, alors le problème c'est que nous, je ne sais pas où il est passé notre savoir, ça paraît incroyable qu'on n'ait pas un écrit, et alors est-ce que les inquisiteurs ont vraiment tout brûlé, mais ils ont fait du très bon boulot, on n'a rien. Après honnêtement, oui, ça existe dans une petite zone de l'Amazonie, mais il n'y a pas de diète en Mongolie, il n'y a pas de diète en Inde, il n'y a pas de diète... au Japon, alors qu'il y a des grosses traditions chamaniques là-bas aussi. Mais alors je ne sais pas, mais pas la diète. Ah, mais l'iboga, c'est pas une diète. Ouais. C'est une initiation qui dure longtemps, en l'occurrence, mais c'est pas une diète. Et l'idée, c'est pas non plus d'incorporer et d'assimiler vraiment en fait la plante à l'intérieur de toi et qu'elle soit là pour toujours en fait. Il n'y a pas ce truc-là. Donc il y a des gens effectivement qui considèrent qu'on doit en fait utiliser la structure. La structure, c'est-à-dire effectivement tout le truc qui va avec la diète, l'articulation, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, de l'isolement, des prises et des machins et de la manière de communiquer avec elles, et qu'on doit le transposer avec des plantes d'ici. Et c'est vrai que des gens que je respecte énormément et qui ont un discours très similaire au mien comme Yann Kounen, il dit qu'effectivement lui il a fait la diète de rose, la diète de chêne, et il a tout à fait l'air de considérer que c'est des plantes maîtresses. C'est vrai. Donc c'est possible aussi. Que ce soit transposable. Après moi, l'ennui c'est que l'endroit où j'ai été par exemple et où ils commencent à être habitués en fait les chamans à voir des gens qui ont fait des diètes en Europe et qui voient qu'en fait ce sont des diètes catastrophiques, que ce sont des diètes tordues, alors pas forcément voilà, mais que les esprits en fait alors encore une fois c'est pareil, s'il n'y a pas un maestro qui les connaît avant nous,
comment déterminer la part d'obscurité qu'a la plante et la part de luminosité. S'il n'y a pas un chaman qui est capable avec ses chants en fait de te redresser et de faire le tuteur, comment savoir si tu es dans l'obscurité, si machin. Eux, ils ont effectivement des années et des années, si tu veux, de savoir avec ça. Nous, on joue un petit peu aux apprentis sorciers. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas forcément très grave non plus. C'est pas pour autant que tu vas mourir en fait parce que tu as diété la rose d'une façon incorrecte non plus, ou que ta vie va partir en couille et que ça y est, c'est horrible. Non plus. Non plus en fait. Ouais, c'est marrant que tu parles de la rose parce que justement, en fait, c'était l'exemple qui avait été cité pour dire mais on est bête en Occident de prendre une plante avec plein d'épines. Parce que tu vois, tu as la symbolique, le truc, le machin. En l'occurrence, les Shipibo, effectivement, ils considèrent que. Alors, ils n'ont pas de rose là-bas, mais quand tu leur décris ce que c'est une rose et qu'il y a les épines et que machin, ils sont contre. Ouais. Ils sont contre. Après, ils ont un côté aussi. Voilà, il y a des plantes aussi là-bas qui piquent et qu'on diète aussi chez eux quand même. Donc, si tu veux, c'est compliqué. Donc, après, moi, je sais pas. Après, bah voilà, les gens qui ont envie de se la tenter par eux-mêmes et que, ou je sais pas, qui. Ou un petit pot de lavande à côté de leur oreiller, puis ils font un rêve où la lavande leur dit mange-moi, mange-moi, et qu'ils y vont, bah on a le droit aussi en fait. Hein. On a le droit aussi, puis si on se trompe et qu'on tombe un peu dans l'obscurité, ben on s'en rendra compte, on sera redressé plus tard. Il n'y a rien de catastrophique, chacun son chemin. Chacun son chemin. Voilà. Personne n'a d'autres questions? Oui, allons-y, continuons, vas-y. Donc là, pendant la diète là, de un mois, la journée, il faut juste attendre en fait. Alors non, tu fais bien de poser la, tu fais bien de poser la question. Alors, je pense qu'il y a des gens effectivement qui attendent que ça passe et que de cette manière, en fait, ils fuient ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors après, encore une fois, il y a différentes façons de diéter. Normalement, quand tu es en diète de guérison, par exemple, il y a diète de guérison, diète d'apprentissage, d'accord? Diète d'apprentissage, a priori, c'est pour ceux qui se destinent à devenir chaman. Mais pas forcément. Quelqu'un comme moi qui a déjà beaucoup diété, qui ne veut absolument pas devenir chaman, vu que j'ai déjà bien travaillé, bon, j'ai toujours des trucs à guérir, hein, comme tout le monde, mais peut-être d'une façon moins énorme, on va dire, que ceux vraiment qui n'ont jamais diété. Moi, il y a déjà eu pas mal de rectifications, quoi. Moi, je suis intéressée par juste, en fait, pure peut-être curiosité intellectuelle, en fait, de visiter le monde des plantes et qu'elles m'apportent des choses au niveau philosophique, tu vois, par exemple. Donc moi, par exemple, on me permet de faire des diètes d'apprentissage sans devenir chaman. Donc voilà. Donc en diète de guérison, a priori, c'est un peu moins sévère. T'as le droit de lire, t'as le droit peut-être un peu plus de contact avec les autres participants. Voilà, en diète d'apprentissage, par contre, les 10 premiers jours, sur une diète d'un mois, pendant 10 jours, c'est là que tu bois vraiment ta plante. Donc en l'occurrence de la sève, ou enfin peu importe quoi. Et là, t'as pas le droit de lire. T'as pas le droit de lire, t'as pas le droit de parler avec les autres personnes, t'as pas le droit de sortir effectivement de ton tombeau, à part pour les cérémonies d'ayahuasca. T'as le droit d'écrire, parce que ça en l'occurrence c'est un autre processus, où tu n'es pas en train de recevoir quelque chose, c'est un processus actif où tu... Voilà. Mais il est conseillé aussi par exemple de faire très attention à ses rêves, et effectivement tu remarques que quand tu manges pas, que tu parles pas, et que tu ne t'agites pas dans tous les sens, bizarrement l'activité onirique a tendance à se faire beaucoup plus prégnante et beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Donc en fait non, tu n'es pas censé attendre sans rien faire, tu es censé en fait commencer à creuser en toi en fait. Commencer à creuser en toi et à observer longuement en toi-même, et à commencer notamment en vertu de cette nécessité de pas laisser le mental te raconter plein de trucs, parce que là en fait tu pars dans l'obscurité, mais de rester extrêmement concentré avec vraiment l'esprit d'un samouraï. Et ça, ils insistent là-dessus et ils nous engueulent parce que nous, on a beaucoup de mal à avoir un mental pur en fait. Et c'est là qu'ils te mettent la rosacha dans le nez justement pour que c'est un truc qui brûle, qui brûle, qui brûle. Et en fait, ça te dézingue le mental pendant plusieurs jours si tu veux. Donc ils te font des trucs comme ça. Mais en fait, si tu veux tout ce processus, effectivement, t'es pas juste assis sur ton lit et attendre que ça passe. Puis t'imagines bien qu'en fait, quand t'es comme ça seul avec toi-même, tu vas en fait explorer des zones de toi-même que t'avais probablement jamais rencontrées avant. Et moi, en l'occurrence, je sais que j'avais peur. Enfin, peur. Non, mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours un bouquin dans les mains, quelque chose comme ça. Donc, je m'attendais vraiment à ce que ce soit le bad trip, 10 jours sans rien. Bon, ils m'ont foutu la rosacha dans la gueule direct. Donc, c'est vrai que du coup, moi, j'ai eu droit à 10 jours vraiment. 10 jours de non-mental. 10 jours de non-mental. Et en fait, du coup, j'ai découvert. Alors que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi la première à l'époque, qui considéraient qu'en fait, ma tête était une prison en fait. Et que justement cet incessant monologue qui te raconte que des trucs qui te font souffrir en fait, hein, soyons clairs, le mental c'est quand même majoritairement ça. Je me suis dit mais putain, je vais devenir folle en fait. 10 jours enfermée avec moi-même, c'est vraiment comme le mitard en fait quoi. C'est là, tu peux pas te fuir toi-même en fait, tu peux pas te fuir toi-même, et il va me rendre folle en fait l'autre. Bon, notamment grâce à la rosacha évidemment, le mental il était dézingué.
Donc c'est extrêmement reposant de fermer les yeux et qu'il n'y a rien dans ta tête. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es bête. Ça veut dire en fait que tu constates en fait qu'il y a d'autres parties de toi qui existent et il y a d'autres parties de toi qui parlent. Alors elles ne parlent pas d'une façon blablabla, mais elles s'expriment en fait, j'ai envie de dire. C'est pas qu'elles parlent, c'est qu'elles s'expriment. Tu sais, comme quand tu presses quelque chose et que ça sort comme ça en fait. Et donc moi j'ai découvert qu'il y avait une zone en moi dans laquelle je me sentais extrêmement bien. Et qu'en fait c'était triste de porter en moi un tel refuge et de parfois d'avoir envie de me suicider parce que je ne savais pas comment me fuir moi-même. Alors qu'en fait j'ai un refuge dans lequel je me sens tellement bien que je n'ai envie de rien d'autre. Et du coup il n'y a pas de nécessité de lire, il n'y a pas de nécessité de blablater avec les autres, il n'y a pas de nécessité de se raconter à soi-même ce que tu es en train de vivre. Et en fait moi ce que je constate aussi, et c'est de là que je parle de pouvoir intérieur et de machin, faire ça, ça m'a permis en fait d'éveiller et de me connecter avec une partie de moi dont j'étais tout à fait ignorante. Je savais pas que j'avais ça en moi quoi. Et cette zone en fait, tu l'as fait grandir petit à petit. Et du coup c'est comme si l'être humain c'était quelque chose de fini, c'est ça que j'ai l'impression, avec la zone, tu sais, un truc fini, voilà, un truc fini. Et que du coup quand le mental il est comme un taré, bah, le mental en fait il prend plein de place comme ça, tu vois. Mais que si toi mathématiquement tu fais grandir en fait cette force qui vient de là, le mental il est forcé de reculer. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et donc en fait plus tu fais grandir comme ça, que tu élèves cette autre partie de toi, la force, le mental naturellement il va diminuer en fait. Et aussi parce que tu commences à avoir foi et à faire confiance en une partie de toi qui est définitivement plus sage, plus inspirante et plus bénéfique que cette connerie de machine qui te part dans la tête. Donc effectivement, quand tu as fait ça pendant un mois d'affilée, même si après les 10 jours, tu as le droit de lire, et en l'occurrence, moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir mon petit Kindle avec mes petits bouquins d'alchimie, mon petit Jung, qui m'a aidé à travailler encore plus profondément avec mes rêves et tout ça. Donc c'était un plaisir de retrouver la lecture, mais ça n'empêche pas que j'avais vraiment éveillé quelque chose de différent. Et là, quand tu as fait ça pendant un mois, que tu as été vraiment connecté à cette partie de toi pendant un mois, évidemment qu'il n'est même pas question de se faire chier avec le truc d'intégration. Ça fait un mois que tu intègres petit à petit ce que tu es en train d'apprendre. Donc encore une fois, c'est pas comme si tu vis quelque chose en Espagne qui te retourne la tête pendant 3 jours où tu vas cumuler combo, 3 cérémonies ayahuasca, le buffo, le je ne sais quoi, le râpé, et qu'après tu dois retourner travailler. Et effectivement, après, t'appelles des gens comme moi parce que tu dis putain, je me suis pris une méga claque dans la gueule et que je sais pas comment intégrer. Je suis ravie de les aider, ces personnes-là, c'est pas le problème. Mais quand t'es dans la jungle et qu'en fait, petit à petit, tu intègres les enseignements des plantes parce que tu fais 2 cérémonies par semaine. Et en fait, dans ces cas-là, c'est pareil. C'est pas que tu te prends une méga claque. Au niveau des intentions, si tu veux, que tu poses, quand tu es très attentif à toi-même, tu noteras en fait que chaque jour est animé d'une problématique différente. Et quand tu commences à travailler avec tes rêves aussi, en fait, moi, je pense que je vais partager là maintenant la méthode de Jung parce qu'apparemment ça a l'air de plaire à beaucoup de personnes, donc je vais en profiter là maintenant. Donc, la méthode de Jung pour analyser les rêves, déjà oubliez tout ce qui est dico des rêves, symbolique des rêves, machin, ça ne marche pas. Un symbole, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, et même si c'est lui évidemment qui a découvert l'inconscient collectif, les archétypes et les machins, qui fonctionnent pour tout le monde, c'est vrai, un rêve, il faut absolument pas l'attaquer de cette façon-là. Chaque symbole en fait est vraiment propre à toi. Donc en fait, il faut partir du principe que le rêve, il a une finalité. Le rêve, il est là pour quelque chose, il a été fait dans un certain but. Et l'inconscient, il ne fonctionne pas tout seul comme un petit débile et puis qui fait du nan. L'inconscient, en fait, son rôle, si tu veux, c'est de faire transiter des informations vers le conscient. Donc en fait déjà il faut voir, et moi je trouve ça génial en fait, qu'il faut réconcilier ces deux parties de nous. Non, l'inconscient, alors oui, l'inconscient est une zone énorme, bien plus grande que le conscient et qui peut apparaître comme obscure, mais c'est pas quelque chose de néfaste et c'est pas non plus quelque chose d'insondable en fait. Si quand tu es chaque jour en fait justement conscient de ce qui est en train de t'animer, parce que tu es très connecté à toi-même et que tu dis aujourd'hui c'est ça qui bloque. La problématique aujourd'hui, putain, je vois bien qu'il y a quelque chose, voilà. Et que tu prends soin avant de t'endormir, dans ton état conscient, donc, à t'adresser à ton inconscient en disant j'aimerais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce problème-là, d'accord? Voilà. Dans ces cas-là, l'inconscient, il va faire transiter en fait vers la conscience, il va répondre en fait à la problématique qui t'anime. Donc en fait, un rêve, il faut absolument le situer dans son contexte. Un rêve, c'est pas le même, même si tu fais le même rêve, à une époque donnée ou 3 ans plus tard, selon ce que tu es en train de vivre, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, il faut considérer vraiment qu'il répond à ta problématique actuelle et qu'il est complètement conceptuel. Donc voilà, ça c'est déjà faire le point avec soi-même et être honnête, dire voilà, moi en ce moment c'est ça qui bloque, je traverse ça, je sais pas quoi faire avec ça. Tu dis ça à ton inconscient et lui en fait il est ravi. Franchement, pour avoir vu en diète, il est ravi en fait de dire ah bah très bien, là maintenant on a envie de mes informations, et il va faire en fait de son mieux pour faire transiter dans la conscience
les informations. Après, il faut partir aussi du principe en fait que l'inconscient, il va au plus simple. On dirait pas comme ça parce que les rêves ont l'air complètement locaux, mais en fait, il va au plus simple. Et pour trouver en fait, démêler en fait les trucs qui ont l'air complètement tarés, il faut utiliser non pas son mental, non pas sa raison, mais son intuition. Et pour atteindre l'intuition, c'est l'association libre. Donc tu dis en fait, voilà, j'ai vu ma mère, j'ai bu du thé, j'ai je sais pas quoi. La première chose qui vient à l'esprit, voilà, tu vois la scène du rêve, tu sais, tu notes effectivement tous les éléments du rêve, et là, ma mère, tac, je sais pas, colère, thé, pipi, tu vois, chien écrasé par une voiture. Le premier truc qui vient à l'esprit, mais surtout, voilà, sans filtre, tu vois, que c'est l'intuition qui parle, tu vois, voilà. Et une fois que tu as tous ces éléments, en fait, bah, pour l'avoir fait moi-même, mais c'est ultra clair. Et plus tu travailles de cette façon-là, plus c'est de plus en plus clair, en fait. Et là, en fait, tu as réconcilié, ça c'est vraiment un truc super important dans le processus d'individuation de Jung, et que tous les gens spirituels en l'occurrence n'arrêtent pas de parler du processus d'individuation, c'est quelque chose vers lequel on court tous, c'est un truc fondamental, réconcilier ces deux zones de nous-mêmes pour commencer à accéder à notre totalité, quoi. Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, en diète, du coup quand tu commences à travailler de cette façon-là, et que tu te réveilles chaque matin, moi j'arrivais à récupérer jusqu'à 3 rêves par nuit, parce que je sais pas comment, je m'étais programmée en fait pour me réveiller plusieurs fois dans la nuit, et je prenais juste des notes vite fait. Et du coup en fait je récupérais 3 rêves, et donc de 7h du matin jusqu'à 10h30, j'écrivais dans mon cahier, je faisais ça, et c'est comme ça en fait que chaque jour j'ai pu avancer. Et que du coup, bah voilà, cette nuit j'ai fait ce rêve, ce soir j'ai une cérémonie d'ayahuasca, ben, je vais demander ça ce soir à l'ayahuasca. L'ayahuasca, elle va me réveiller un nouveau truc. Il va se passer ça en cérémonie, je vais avoir telle vision. Le lendemain, je travaille sur ça. Et puis il y a une problématique qui apparaît, je fais mon rêve. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un domaine en fait qui est complètement... qui nous fait accéder en fait à... On n'est pas du tout habitué dans le monde contemporain à faire absolument attention à ce qu'on vit à l'intérieur et à des trucs comme ça. C'est une reconnexion absolument profonde et magnifique et absolue en fait avec des zones de nous-mêmes qui sont complètement endormies en fait dans... Vous voyez la vie qu'on a tout ce temps qu'on est. Et moi quand je reviens c'est pareil, la première en fait j'ai bien du mal à persévérer là-dedans. Mais pour autant quand on parle de se connaître soi-même, on parle certainement de faire des choses comme ça, tu vois. Donc non, t'es pas en train de t'emmerder dans ton tombeau si tu travailles de cette façon-là, absolument pas. Et c'est Jung aussi qui dit que si on explore en fait vraiment l'intériorité et les tréfonds du psychisme, on va découvrir en fait les lois du cosmos, parce qu'en fait c'est une seule et même chose si tu veux. Donc en fait c'est pas non plus un travail égoïste de regarder vraiment comme ça profondément en soi, parce que c'est vrai que ça se connecte en fait à quelque chose de... Tu comprends aussi bien plus le monde en fait, quand tu connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait ça. Donc voilà, moi effectivement, l'ayahuasca et notamment la diète de plantes maîtresse, je le prends vraiment comme une école des mystères. Il n'y a plus d'école des mystères, et dans le truc des mystères, on sait qu'effectivement ils avaient le soma, ils avaient des machins, ils avaient des expériences complètement extrêmes pour en fait entrer dans des processus comme ça. Donc moi je considère que la diète c'est ça qu'on fait en fait. Et c'est pour se connaître soi-même et c'est pour connaître le monde et que l'un ne va pas sans l'autre, voilà. Ouais, mais comment est-ce que tu peux travailler le souvenir de tes rêves? La diète, ça t'aide ou Oui. il y a d'autres? Vraiment Oui. la diète. Oui, la diète en fait quand tu t'agites pas comme ça, que tu manges pas n'importe quoi et que tu es vraiment seul avec toi-même, en fait, ça clarifie. Ça clarifie, et notamment, effectivement, si tu as l'intention et l'attention portée, honnêtement, il a qu'une envie, l'inconscient, quand on commence à s'intéresser à lui, il fait le petit malin, il est ravi. Il dit, allez, tiens, plein d'infos. Vraiment, c'est l'impression que ça donne, si tu veux. Donc voilà, et après, effectivement, il y a les rêves lucides et tout, ça c'est un autre domaine, mais moi je sais qu'aussi, les rêves lucides, ils sont incroyables en diète, quoi. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Donc voilà, quoi. Ah oui, je veux bien, merci beaucoup. Ça sera peut-être pas chaude. Oui, c'est pas grave. Grave. Ce sera toujours ça de prix, merci. Oui. J'ai juste une question. Quand tu diètes avec une plante et puis que voilà, après tu rentres ici, tu n'es plus du tout en contact avec ce monde-là, l'ayahuasca, les plantes et Oui. tout. Est-ce que simplement, puisque tu as ce contact qui s'est établi très fort, simplement en l'invoquant ou en désirant très profondément te connecter à elle, tu peux te connecter aussi à elle et retrouver des fois des états de transe, mais juste comme ça. Alors honnêtement, la transe, non, moi j'ai pas accès à la transe juste en faisant des trucs comme ça. Fort, mais peut-être des messages. Est-ce qu'elle te parle encore? Oui, par contre, j'ai l'impression que ça prend pas tout à fait la même forme. Après, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est tellement infusé dans ma vie que
que, si tu veux, toutes les plantes que j'ai diétées, leur force en l'occurrence, et puis leurs conseils et les machins comme ça, justement parce que c'est tellement intégré, c'est tellement assimilé, ça fait tellement partie de moi, que désormais, en fait, c'est difficile de dire ça vient de la plante, ça vient de moi. J'arrive plus à faire la différence en fait. Par contre, c'est sûr que je dirige ma vie, que je dirige mon esprit et que je me comporte dans mes relations d'une façon complètement différente, mais parce que je l'ai tellement assimilé que je n'arrive plus à dire ça c'est la yaouma, ça c'est tu vois, ça c'est le tabac, ça c'est la lupuna, ça c'est le renako, les plantes que j'ai diétées si tu veux, elles sont j'arrive pas vraiment à faire la différence. Et puis moi je suis pas quelqu'un non plus qui est en train de poser des intentions tous les 5 minutes en fait. J'ai vraiment le sentiment désormais ça c'est un choix que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai travaillé en diète aussi, parce que comme tout le monde j'avais des croyances limitantes qui vraiment bloquaient ma vie, notamment au niveau artistique si tu veux, pas parce que j'arrivais pas à écrire, mais parce que j'arrivais pas à vivre de mon art si tu veux. Donc il y a eu du gros travail à faire en diète, dézinguer des croyances, commencer à nourrir des nouvelles croyances. Et ça si tu veux je le note dans ma vie quotidienne en fait, parce que c'est fait. Ça, le switch, il a été fait, quoi. Donc, du coup, j'ai pas vraiment besoin de poser des intentions, des machins. Par contre, quand je verrai que ma vie bloque encore, parce que là, peut-être les nouvelles croyances que j'ai développées, qui vont fonctionner avec moi pendant 3-4 ans, et ben, dans le futur, en fait, ce sera des croyances limitantes pour aller encore plus loin. Parce que, mine de rien, les schémas, si tu veux, ils fonctionnent. Et je regrette pas non plus les schémas du passé. En l'occurrence, il y a un alchimiste que j'adore qui dit que quand tu as un genou pété, oui, tu as besoin d'un plâtre et tu as besoin de béquilles. Par contre, la connerie, c'est après toi de considérer que ton genou est guéri, mais tu gardes le plâtre et les béquilles pour continuer en fait. Il ne faut pas non plus renier mais même les illusions ou les mensonges ou les conneries ou les croyances limitantes qu'on a pu avoir, elles avaient une fonction. Si tu les as commencé à les développer, c'est pas pour rien, elles avaient une fonction et elles t'ont beaucoup aidé. Mais par contre, la vie est mouvement, la vie est évolution, et il faut en fait être capable de vraiment d'abandonner en chemin les choses qui ne servent plus et de voir qu'à présent elles te limitent quoi. Donc là, moi, c'est possible aussi que, mais là, dans ces cas-là, je retournerai en diète parce que moi, en fait, je vais vraiment en diète dans une volonté en fait de mort-renaissance. Moi, vraiment, en fait, je m'aperçois qu'ici, on a du mal, en fait. On a tendance un peu à stagner. On sent tous autant qu'on est quand on est à la fin d'un cycle, à la fin d'une relation, dans le boulot, dans les machins, un déménagement, ou même, je sais pas, un état d'esprit global, en fait, dans lequel on était. On sent quand c'est la fin de quelque chose, tu vois. On commence à, je sais pas, tu vas au boulot, t'as plus envie, ton mec, tu le regardes plus pareil, tu vois, t'es là, tu vois. Et quand ça commence à bloquer, en fait, je pense qu'on a beaucoup de mal, en fait, à nettoyer le passé, à le remercier, à le nettoyer et à vraiment enlever, en fait, être capable de dire voilà, ça c'était moi à une époque, mais c'est plus moi maintenant, et là maintenant je change parce que tout autant qu'on est, on est un peu encrouté quand même, on a globalement peur du changement. Et même s'il y a une partie de nous en fait qui veut le changement, l'ego et le mental en fait il a peur lui. Il a peur des trucs, il a peur quand ça bouge, il a peur de tout ça si tu veux. Donc moi en fait qui suis voilà comme les autres, hein, dans ces cas-là c'est là que je vais en diète. Parce qu'en fait, je ne connais rien de plus efficace pour vraiment en fait parachever un processus de mort-renaissance, si tu veux. Donc en fait, moi c'est pareil, la diète fonctionne selon, voilà, on va dire que les deux premières semaines, vraiment, je suis en mode nettoyage. Je suis en mode nettoyage et je veux vraiment en fait enlever les anciennes mules, les faire tomber, les aider vraiment, les arracher. Tout en disant quand même merci, en reconnaissant que voilà, en fait, ça m'a servi à une époque, mais je suis en mode quand même attaquante, si tu veux, voilà quoi. Et après, une fois qu'effectivement je me sens propre et tout ça, si tu veux, en fait, j'inspire un nouveau futur. Parce qu'effectivement, la Zoé du passé, elle peut pas, en fait, imaginer jusqu'où la Zoé du futur, elle peut aller, parce qu'elle avait les trucs limitants. Alors, elle peut avoir des petites idées, si tu veux, mais globalement, c'est quand même brouillon. Alors, une fois qu'effectivement, tu as enlevé les blocages, là, la vision se libère, et que tu dis, tiens, oui, voilà, c'est vers ce futur-là que je veux aller. Et là, effectivement, tu commences à nourrir d'autres croyances, d'autres machins, vers le nouveau toi qui t'attire et le nouveau futur, si tu veux. Donc moi, je fais comme ça. Et c'est comme ça que j'inspire un nouveau futur, en fait, si tu veux. Et moi, je connais effectivement rien de plus efficace que la diète pour faire ça, notamment parce que les plantes vraiment me nettoient. Mais aussi en fait me transfuse de force si tu veux, notamment parce que la plante qui se présente effectivement c'est chaque fois la bonne pour le nouveau futur que je suis en train d'appeler si tu veux. Et je pense que ouais en fait un être humain mais putain mais t'es une machine de guerre en fait quand tu fais ça. T'es pas ralenti, et les gens, ouais, autour de moi, moi je vois bien, mais t'as plein de projets, mais t'as plein d'énergie, oui, en fait, parce que je me nettoie régulièrement et que je réoriente mon truc plutôt que de foncer dans une direction qu'en fait, non, j'en veux pas, je me suis trompée, ou rester traîner des boulets du passé, non, en fait, moi je vais vite, quoi.
je vais vite parce que la vie elle est mouvement et que j'ai pas envie de stagner quelque part. La stagnation, c'est la putréfaction, c'est un marécage. Moi je veux être comme l'eau d'une rivière qui file comme un serpent électrique, tu vois, c'est donc voilà quoi. Mais je pense qu'on peut avoir ce chemin-là aussi, c'est le chemin alchimique. Oui. Où tu vas alors invoquer des plantes, mais tu peux aussi invoquer d'autres aides spirituelles, on va dire, qui vont à chaque fois, justement, ben c'est exactement la même chose. Oui. Ce que tu vis avec les plantes, c'est exactement ce que moi, personnellement, j'essaye de faire. Et puis je vis à peu près les mêmes choses, genre mort, renaissance, et chaque fois c'est avec un accompagnement un petit peu différent. Mais comme j'ai pas accès à cette médecine-là, mais je pense que cette médecine-là, elle existe de manière universelle. Oui, mais de toute façon, c'est la fameuse médecine universelle des alchimistes en l'occurrence. Hein. Donc après, effectivement, ça c'est la voie des chamans, mais les processus dont on parle, en fait, c'est des processus. Alors voilà, moi, il se trouve que c'est ma voie. Encore une fois, c'est ma voie pour le moment. C'est ma voie pour le moment. Mais encore une fois, l'ayahuasca, alors j'adore l'avoir comme maestra et j'adore l'avoir comme pratique, si tu veux, mais je ne confonds pas en fait avec le fait que c'est un support, si tu veux, pour moi. Mais le travail que je fais, en fait, est profondément alchimique et tout le monde peut le faire, même sans l'aide des plantes. Donc complètement, quoi. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ne savent plus tellement entrer dans les processus de mort-renaissance de nos jours, qu'il y a une petite, en fait, frilosité. Comparé à avant, effectivement, il y avait des rites initiatiques, des phases vraiment dans la vie qui étaient très marquées, vraiment voilà, des trucs d'apprentissage, si tu veux. Et que là, maintenant, ça n'existe plus, ces choses-là, donc on est un petit peu largué. Donc c'est pour ça effectivement que des gens comme moi vont se tourner vers les anciennes traditions pour retrouver ces choses-là. Mais en fait, c'est complètement... Mais oui, c'est juste ça, c'est juste le truc alchimique en fait. C'est pas propre du tout en fait à l'Amazonie, absolument pas quoi. Juste en fait, sans rentrer dans les détails, ça veut dire quoi alchimique? Alors l'alchimie, c'est l'art des transmutations. La transmutation, c'est passer d'un état imparfait à un état un peu plus parfait. Donc en fait, voilà, c'est aussi en fait l'art du coup, c'est l'art du passage. Donc on comprend déjà qu'en fait c'est un... Pardon? Du renoncement? Non. Non, moi je le vois pas comme un... Non, je le vois pas comme un renoncement en l'occurrence. Alors tu après... laisses quelque chose derrière toi pour aller vers quelque chose de... Ouais, alors du coup tu peux effectivement renoncer à certaines illusions si tu veux, mais moi je le vois comme nourrir en fait si tu veux, nourrir une lumière dont voilà, en fait en alchimie l'idée c'est ça, c'est qu'à la base il y a une pure lumière divine qui en fait s'est petit à petit condensée à travers différentes phases si tu veux, jusqu'à donner lieu à la matière et à la matière la plus solide qui soit, c'est-à-dire les pierres et les esprits, enfin les métaux vraiment si tu veux quoi. Et donc le but des alchimistes, c'est de révéler en fait la lumière enclose dans la matière, enclose dans les métaux. Donc en fait en alchimie, c'est pour ça qu'il y a aussi deux voies. Il y a les alchimistes qui travaillent en métallique, donc en voie externe. Donc c'est eux vraiment dont on a le truc de transformer le plomb en or. Et effectivement, il y en a qui travaillent vraiment avec les métaux. Cela dit, ces personnes en fait, ils sont obligés aussi de travailler en interne. Parce qu'en fait, en alchimie, si tu veux, alors déjà, la matière, c'est que de l'esprit condensé, en fait. C'est pour ça, effectivement, que toute chose aussi, c'est que de la lumière condensée. Et la lumière, c'est un esprit, tu vois. Enfin, c'est lumière et esprit. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que toute chose a un esprit. Et c'est pas juste, effectivement, les plantes ou les humains ou les animaux. Toute chose a un esprit, en fait, si tu veux, quoi. Et c'est pour ça, justement, qu'ils peuvent lire dans le grand livre de la nature, qu'ils peuvent apprendre des pierres, qu'ils peuvent apprendre du vol des oiseaux, des choses inorganiques comme l'eau, les machins comme ça. Ils sont, en fait, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que ça fait quand même assez chamanique, c'est vrai. Mais tous les chamans sont des alchimistes, hein, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, et le but en fait d'un alchimiste vraiment, quand il travaille sur les métaux ou quand il travaille vraiment en voie interne si tu veux, en fait c'est d'ouvrir l'ombre pour en extraire la lumière si tu veux, en fait de transmuter l'ombre en lumière. Et c'est pareil pour les métaux, mais en fait un mec apparemment dans son laboratoire, même s'il a réussi pas mal de processus, alors je les connais pas, du passer du plomb à l'étain et de l'étain au cuivre, du mercure, je ne sais quoi, en fait ils ont tous remarqué que si ça travaille pas à l'intérieur d'eux, ils n'arrivent pas à accomplir la transmutation du mercure en je ne sais quoi si tu veux en fait. Donc en fait c'est complètement relié parce que l'extérieur c'est un miroir en fait, c'est exactement la même chose. Et c'est aussi pour ça qu'ils apprennent en fait directement, alors quand on dit le grand livre de la nature en fait c'est la vie tout court. Et un alchimiste en fait il a juste besoin de regarder sa vie
sa vie, ses relations, ce qui se passe en fait, pour savoir ce qui déconne à l'intérieur de lui. Ça, je pense qu'on commence de plus en plus à comprendre que si on est face à des situations, des conflits, si tu veux, qui se répètent, ça sert à rien de gueuler indéfiniment et de machin. Il y a un truc, il y a une faille à l'intérieur, et tant que, voilà, tu pourras pas transmuter le plomb en or à l'extérieur, tant que tu n'auras pas réparé la faille qui est à l'intérieur. Donc en fait, voilà, on dit oui, il y a différentes voies en alchimie, il y a machin, c'est une seule et même chose. Si tu veux transformer la vie, transformer le monde n'est qu'un miroir en fait de ce qui se passe là-dedans en fait. Donc en fait c'est pour ça que tu travailles en interne en fait vraiment. Et l'idée, si tu veux, encore une fois, c'est de révéler sa propre lumière quoi. Et justement en fait toutes ces choses qui nous contrarient, ces choses qu'on appelle en l'occurrence des défauts, qui en alchimie sont considérés, enfin voilà, un peu comme les péchés capitaux en l'occurrence, la jalousie, l'orgueil, la luxure, les machins comme ça. En fait en alchimie, puisque en fait les ombres, donc là dans cette parabole, les défauts, en fait c'est juste une lumière qui n'est pas encore été révélée. Donc en fait les défauts ce sont des qualités immatures. Donc en fait plutôt que d'attaquer frontalement le défaut en essayant de le dézinguer, en fait il faut s'attacher à révéler en fait la qualité qui cache. Donc moi je trouve encore une fois c'est quelque chose de profondément, alors révolutionnaire non, parce que c'est très vieux l'alchimie, mais nous on est en train de le redécouvrir. En fait c'est considérer son être et considérer ses problèmes aussi peut-être, et les trucs qui nous agacent en nous d'une façon complètement nouvelle et d'une façon profondément je sais pas, c'est cool en fait, c'est joli. Ça peut vraiment, si tu veux, on n'est plus en lutte contre nous-mêmes. C'est pareil, alors effectivement, en alchimie, l'ego, le mental, c'est le fameux gardien du seuil. Donc en fait, le gardien du seuil, c'est effectivement le dragon qui garde le trésor. Donc en considérant qu'effectivement l'ego c'est le dragon et que le trésor c'est le soi jungien, donc notre partie immortelle, notre partie la plus belle en fait, si tu veux, celle qui vraiment en fait sait qu'elle est d'essence divine, tu vois. Et voilà, donc effectivement la plus belle partie de nous-mêmes est retenue en otage par un petit dragon, si tu veux, qui essaye de te niaquer, qui t'empêche en fait d'accéder à ton propre trésor, à ta propre lumière. Mais encore une fois, en alchimie, l'idée c'est pas de dézinguer l'ego pour toujours et puis après de faire la fête et se baigner en mode Picsou dans le trésor. Pas du tout en fait. Pas du tout. En considérant que en fait ce dragon c'est justement lui qui va éveiller en toi la force en fait et le héros qui lutte, qui désire en fait lutter pour obtenir la princesse ou le trésor, parce qu'en fait en alchimie, pareil les contes de fées en fait c'est complètement alchimique pour en fait obtenir la belle princesse et les machins comme ça. Mais s'il n'y avait pas d'adversaire en face de toi, et un adversaire en fait qui soit à la mesure de ta force, donc plus tu es en train de réveiller ta force, plus l'adversaire en face de toi il devient costaud. Mais s'il n'y avait pas d'adversaire en fait tu n'aurais pas la force vraiment en fait, si tu veux. Donc en fait c'est ton maître d'armes, c'est ton initiateur, et donc c'est pareil dans la vie. Quand il t'arrive des conneries, des épreuves et des machins, il faut le prendre d'une façon positive en fait, et de dire attends, là c'est en train de réveiller ma force, c'est en train de réveiller mon feu secret, c'est en train de réveiller mes plus beaux pouvoirs, si tu veux en fait. Et il faut encore une fois, moi je trouve être reconnaissant envers les épreuves, envers les trucs qui nous compliquent la vie, parce qu'en fait oui, on est en train en fait, c'est comme c'est comme un maître d'armes en fait, si tu veux, qui va te montrer tes failles, qui va effectivement t'attaquer le machin, jusqu'à ce que toi tu deviennes vraiment de plus en plus fort en fait. Donc c'est pareil, l'ego. Non, l'ego n'est pas un truc, un monstre vraiment horrible qui ne pense qu'à nous persécuter la tête. Non, c'est grâce à lui en fait qu'on devient le héros de sa propre légende, et qu'on aura justement en fait la force et la volonté et l'amour nécessaires en fait pour vraiment obtenir le trésor, et en fait transformer les défauts en lumière et les ombres en qualité et tout ce que tu veux en fait. Et voilà, moi je trouve que c'est profondément intéressant comme vision. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle appliquer le mal au mal, appliquer la mort à la mort. Donc ça peut paraître assez spécial en fait dit comme ça, mais c'est quelque chose aussi qu'on rencontre en Amazonie en l'occurrence. Par exemple, il y a un arbre qui s'appelle le Chirixanango, et cet arbre en fait il est bon, alors on va dire d'une façon médicinale, il est bon pour quand on a très froid. Par exemple, les pêcheurs qui partent de nuit, si tu veux, il fait froid en fait sur le fleuve de nuit, et ben ils ont on appelle ça des refroidissements, des machins comme ça, d'accord. Et s'ils se prennent un petit godet de Chirixanango en rentrant, en fait, si tu veux, le Chirixanango ça veut dire, Chiri ça veut dire frisson en quechua. Et donc en fait c'est une plante, c'est la plante des froids si tu veux. Donc en fait moi j'en ai déjà pris, j'ai vu l'effet que ça fait. Tu trembles de partout, t'as un froid, il fait 40 degrés, t'es dans la jungle, tu trembles de partout, tu mets les couvertures, t'as le bout des lèvres et des extrémités qui devient, tu sens plus rien, tu sens plus le bout de tes doigts. Et voilà, mais en fait ça si tu veux c'est pour enlever le froid de toi en fait. Donc la plante des froids, le machin, et en l'occurrence quand tu le diètes, le Chirixanango, c'est pour enlever la froideur affective. Il travaille beaucoup sur les peurs et les machins. Mais en fait
et ça se passe dans toutes les diètes, le premier pas d'une diète, c'est pas de commencer direct à soigner. Non, c'est de précipiter et d'exacerber ce qui va pas, si tu veux, en fait, pour le faire transmuter en son contraire. Donc ça, c'est parfaitement alchimique, en fait. Donc c'est ça, appliquer le mal au mal. Donc on a l'exemple typique avec le Chiricsanango, qui en l'occurrence, voilà, la plante d'effroi. Bah, tu as eu froid sur le fleuve ou tu as de la froideur affective, et effectivement, la première semaine, tu vas trembler, tu vas avoir froid. Mais après, une fois que si tu veux que ça, ce sera bien machin, tu vas aller au bout du froid et tu vas transformer, en fait. Tu vas transformer ta froideur affective en amour. Tu vas transformer ta peur en courage. Et donc ça, si tu veux, c'est pour ça que moi, j'avais envie principalement de faire le lien entre ayahuasca, voilà, entre plante maîtresse et alchimie, parce que c'est juste incroyable à quel point, en fait, les opérations, on les retrouve comme ça. Et donc, pour transformer un défaut en qualité, l'idée, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout du défaut. Voilà, quelqu'un, je prends toujours l'exemple de la colère parce qu'il est extrêmement parlant, cet exemple. Ou non, pour une fois, tiens, je vais parler, alors c'est pas un défaut en l'occurrence, mais je vais parler de la haine et de l'amour, parce que ça, je sais que ça touche pas mal les gens, donc je vais en parler. Quand tu analyses, en fait, et que tu oses, plutôt que de refouler, quand tu as une haine vraiment, voilà, une bonne grosse haine envers quelqu'un, et que en fait, évidemment, la tendance naturelle, en fait, c'est de la refouler, la haine, parce que la haine, elle est effectivement incendiaire, destructrice, autant pour toi que pour les autres. C'est un peu une catastrophe quand même, la haine. Donc on a tous tendance à ne pas l'expérimenter pleinement, à la refouler autant que faire se peut pour éviter le désastre, d'accord? Sauf qu'en fait, si... Alors, je dis pas qu'il faut brûler tout le monde, évidemment, mais si tu te permets au minimum à toi-même, en fait, de la ressentir dans toute son ampleur, tu vas t'apercevoir que la haine que tu ressens envers quelqu'un, c'est juste en fait un amour extrêmement profond parce que la personne ne t'aime pas en retour. Et qu'en fait, tu es désespérément triste que la personne ne t'aime pas. Et que du coup, en fait, si tu veux, voilà. Et si tu es capable, en fait, toi, dans ta haine, de vraiment aller en profondeur à l'intérieur de toi, d'être honnête envers toi-même et de voir qu'en fait, c'est parce que la personne, tu ne désires qu'une chose, c'est qu'elle t'aime, en fait. Et ben là, tu as transmuté la haine en amour. Et si tu es capable de faire ça avec absolument tout, là, effectivement, on peut parler de transmutation, on peut parler de l'ombre qui se transforme en lumière. Par contre, ça demande une grande honnêteté. Ça demande effectivement de traverser certaines ténèbres. Parce que les ténèbres de la haine, les ténèbres de la colère ou de je ne sais quoi, ça fait des révélations moches sur soi-même. Pareil, quelqu'un d'avare. C'est moche en fait de voir à quel point t'es mesquin. Alors encore une fois, c'est pas de sa faute. Il y a eu une peur quelque part, il y a eu un sentiment de manque. Il essaye, si tu veux, de machin. Et puis souvent c'est transposé à l'argent, mais en fait c'est pas vraiment l'argent. L'argent est un symbole dans la problématique du mec. Ça représente autre chose, tu vois. Il a peut-être peur que s'il donne trop de quelque chose, bah, les gens vont, tu vois, lui voler. Puis après il aura plus d'amour à l'intérieur de lui. Il y a rien de nocif en fait. Mais quand tu oses aller au bout du processus, que t'es honnête envers toi-même et qu'effectivement t'as le courage de traverser tes ombres. Et ben là, en fait, tu t'aperçois que la lumière, elle est là, quoi, en fait. Et là, dans ces cas-là, l'idée en alchimie, justement, pour atteindre vraiment la lumière blanche, qui est constituée des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en partant du principe que les 7 défauts, c'était voilà, les 7 planètes. Bon, à l'époque, ils en avaient découvert que 7, dont la Lune et le Soleil, en plus, donc, voilà. Et qu'en fait, si tu les as tous retournés, ben là, en fait, tu as toutes les qualités. Et là, en fait, là, tu es prêt pour la lumière, tu vois, plus ou moins. Donc voilà, moi je trouve ça phénoménal en fait de se considérer soi-même, ça nous réconcilie avec énormément de choses qui nous posent problème là maintenant. Et évidemment, voilà, c'est des trucs aussi qu'on connaît en ayahuasca et en machin comme ça, aller confronter ces ombres et tout ça. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que dans le discours actuel, on parle beaucoup du travail avec les ombres et tout, mais ça manque un petit peu de côté pratique et de précision, alors qu'en fait on peut en parler d'une façon tout à fait pragmatique. Et voir qu'en fait enfin c'est quelque chose d'assez simple et puis c'est normal aussi et c'est normal qu'en fait on ne naisse pas d'emblée avec toutes les qualités mais qu'il nous faille justement en fait éveiller la force avec tous les défauts qui sont comme des petits gardiens du seuil et des petits dragons et qu'à chaque fois qu'on veut essayer de choper une qualité il y a le petit niaqueur tu vois devant et ben en fait tu vois à chaque fois tu réveilles ta force parce qu'en fait ça c'est pareil au niveau de l'éveil en alchimie en fait on dit qu'on a vraiment besoin de réitération. Et c'est quelque chose aussi qui se passe dans le travail avec les métaux. Et dans le travail, pareil, c'est rare que tu te débarrasses, que le défaut, tu l'aies transmuté en qualité, que c'est tranquille, en fait, non. Non. Pareil que quand tu vis quelque chose de vraiment extatique avec les plantes ou avec l'ayahuasca ou peu importe comment, hein, ça peut être aussi sans plantes, c'est très difficile, en fait, de perdurer dans cet état d'éveil, hein, parce que c'est un éveil, ce qu'on peut vivre n'importe quand, en fait. Mais on n'arrive pas en fait, on dit mais purée je croyais qu'après avoir vraiment compris, ressenti l'amour universel, comment c'est possible que je retombe là-dedans? C'est tout à fait normal encore une fois, si l'éveil vraiment arrivait d'un coup, apparemment, hein, selon les dires des alchimistes, on va dire en fait il a une telle force et une telle machin qu'en fait le contenant qu'on est au niveau psychique et au niveau corporel, on ne peut pas tolérer une telle lumière d'un coup, on exploserait. Et il y a même certaines personnes qui disent
qu'on revient blessé de l'expérience du soi. L'expérience du soi jungien, qui est en l'occurrence la pure lumière alchimique, l'immortalité, vraiment, l'éveil, c'est exactement la même chose. Et qu'en fait, des gens qui ont eu accès à ça, selon différents modes, encore une fois, peu importe, et en fait, ils reviennent... c'est un piège à ravissement, en fait. Les gens, ils ont vu quelque chose, ils ont connu et ressenti quelque chose, en fait, de complètement ineffable et de surhumain, pour le coup. Et qu'en fait, quand ils reviennent, il y a une partie d'eux qui reste là-bas. Ils n'arrivent plus, en fait, à fonctionner au niveau humain. Moi, je pense avoir souffert de quelque chose comme ça à un moment. C'est catastrophique, en fait, c'est pas du tout quelque chose de désirable. Donc oui, en fait, l'expérience de la lumière et l'expérience du soi, ça peut blesser un homme, parce qu'en fait, un homme, il a besoin, en fait, je crois que c'est le creuset qu'on dit en alchimie, en fait, de renforcer le creuset. Aussi bien que quand tu forges une lame, tu peux pas direct la mettre de machin, c'est petit à petit, en fait. Et tu la replonges dans le feu, et tu la refroidis, et tu la retapes, et tu machin. L'âme d'une personne, en fait, c'est comme une lame. C'est comme une épée, c'est comme un sabre, si tu veux. Petit à petit, pour qu'elle puisse vraiment être pile poil étincelante et renvoyer la lumière, en fait, ça, c'est long. Le travail de forgeron, c'est long en l'occurrence. Donc en fait, ça c'est pareil. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de diffuser un petit peu plus, parce que je pense qu'on est nombreux à courir derrière l'éveil, sauf qu'en fait, c'est normal qu'on connaisse des expériences transcendantes, mais qu'on n'arrive pas à garder cette lumière en nous. C'est normal. Il y a besoin de réitération, et à chaque fois qu'on y va, on renforce son psychisme, on renforce son corps, on renforce aussi son bidon, quoi, c'est ses tripes, si tu veux, d'homme aussi, et que du coup, effectivement, quand on sera prêt à accepter la lumière, là, elle va rester pour toujours, et on pourra vraiment l'incarner. Ce sera pas juste un petit feu de paille, en fait. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, et l'éveil, non, comparé à ce que, du moins du point de vue alchimique, moi, j'ai pas rencontré des éveils spontanés, voilà, puis je fais pas forcément confiance à ce que je vois sur YouTube non plus. Donc, moi, je sais que oui, des éveils, j'en ai connu, avec les plantes, il m'est arrivé beaucoup de choses vraiment transcendantales, et je pensais que ma vie aurait complètement changé après ça. Non. Et là maintenant je n'ai plus aucune déception, parce que je sais que c'est comme ça, et que ça n'empêche pas que là maintenant, en ayant vécu ça, je sais vers quoi je me dirige, parce que moi j'aime pas en fait croire aveuglément ce qu'on m'a raconté. Ah, l'éveil c'est un truc magnifique, tout le monde doit tendre vers ça, c'est tu sais, le nec plus ultra de l'expérience humaine. Moi je ne croirais pas ça, et je courrais pas derrière ça si je l'avais pas vécu moi-même. Donc là maintenant, ouais, j'ai vécu des trucs de fou avec les plantes, et waouh quoi, et maintenant je sais que c'est à ça que ça ressemble. Et du coup, c'est pareil dans ma vie quotidienne, c'est beaucoup plus simple pour moi de voir quand il y a quelque chose en moi, en fait, il y a cette énergie, l'énergie d'éveil, je suis capable de l'identifier, même si je ne suis pas forcément en éveil. Tu vois, je sens que quand je suis très heureuse, par exemple, avec mes livres, ou très, je sais pas, très, très heureuse de ce qui se passe dans ma vie, ou une chance inespérée, et ben je reconnais, en fait, tu sais, cette énergie qui est... Mais c'est du pur amour, ouais, vraiment, c'est... Et c'est celle-là qui te donne envie de dire merci au ciel et compagnie. Je sais l'identifier. Et je sais qu'en fait, c'est ça qu'il faut que je développe de plus en plus dans ma vie. Et que voilà, et que quand je ressens pas ça, et que j'ai des petits trucs mesquins, des petits machins, ben c'est pas cette direction-là que je veux prendre. Du coup, ça me permet d'avoir vraiment un... Je sais pas comment on appelle ça, un aiguillon ou quelque chose, une boussole si tu veux, dire ah quand je ressens ça, c'est voilà, ça c'est la bonne direction, et là tu dis non. Et voilà, et petit à petit en fait, voilà, faire grandir cette lumière en moi, la faire grandir aussi pour les gens à l'extérieur, et je vois bien qu'en fait ça fait du bien à ma petite sœur, ça fait du bien à ma mère, à tous les gens que je suis proche si tu veux, voilà en fait, voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est vrai que c'est pas simple d'être tolérant par rapport à ses défauts. On a tout envie de les critiquer, quoi. Si tu les prends vraiment à revers comme ça, comme des qualités non révélées, tu les vois plus du tout de la même façon. Est-ce que pour toi, je suis trop dans le mental rationnel, mais est-ce que pour un défaut, tu vas avoir une multitude de qualités différentes? Non. T'as toujours un défaut égale une qualité. Plus ou moins. Après, ça peut être un petit peu plus vague, mais c'est simple. En l'occurrence, c'est simple. La colère, par exemple, la colère, le défaut, la qualité adjacente, ou enfin correspondante, c'est la force en fait. Ah. C'est la force et le courage. Okay. Parce qu'effectivement, une colère quand elle est comme ça, si tu veux, elle est destructrice et tout ça, mais si tu arrives en fait à aller au bout du truc, en fait, c'est la force qui déplace les montagnes. Quelqu'un effectivement de colérique mais qui a transmuté sa colère en quelque chose d'autre, en fait c'est chouette en fait, mais du coup t'es plus comme ça en colère si tu veux, mais c'est la même force, c'est là, et ce truc là, quand tu l'utilises à bon escient, mais tu peux changer le monde, et tu peux dézinguer aussi des conneries dans ta vie, ou tu vois, tu peux évoluer vite quoi. Donc
Donc pour chaque péché, tu as vraiment en Oui. face, et tu le trouves dans les bouquins, et tous les bouquins disent la même chose. Quoi. Y a Alors, pas de, j'ai pas lu tant de bouquins d'alchimie. Moi, je fais référence à ce mec que j'adore, Pascal Boucher. C'est principalement auprès de lui que j'ai appris. Et d'ailleurs, voilà, je vais l'interviewer sur ma chaîne parce que voilà, ça va être génial de l'entendre parler. Et lui, en l'occurrence, voilà, il est capable de dire chaque qualité correspondante. C'est quelque chose d'assez simple. Et ça, enfin, franchement, c'est évident. Quand tu vois, en fait, tu vois l'évidence du truc. Après, là, je pourrais pas te les. Alors, la jalousie, qu'est-ce que c'est déjà comme. Je me souviens plus de ce que c'est la jalousie. L'amour? Non, je sais pas. Non. C'est relié aux organes aussi, c'est comme dans le sourire intérieur en fait, t'as les qualités des organes, les reins c'est la peur, enfin, je sais pas, il y a ces relations en fait, aussi. Non mais oui, l'alchimie honnêtement, moi j'ai pas le niveau pour voilà, puis mais c'est incroyable, les planètes sont connectées effectivement au machin, les éléments, enfin c'est un truc de fou. Non mais cette connaissance elle est juste incroyable quoi. Mais oui, tout à fait. Mince, je le savais pour la jalousie, j'ai oublié. Je te le dirai, ouais, je te le dirai tout à l'heure. Je te le dirai tout à l'heure. Désolée pour la vidéo, les gens ne sauront pas. C'est l'opposé de la Se jalousie, réjouir. c'est l'amour. Se réjouir. Ah. La confiance en L'inverse de la soi. jalousie, c'est se La réjouir. confiance en Se soi. réjouir pour l'autre. Se réjouir pour Ouais. l'autre. Ok. Pareil, Ah ouais. ouais, pareil pour. L'empathie alors en fait, un petit peu. Ouais, c'est Une forme d'empathie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est jaloux? C'est parce que j'ai pas confiance en moi et en la vie. Donc en fait j'ai l'impression de me faire voler quelque chose. Oui, que les autres en fait, le fait que les autres possèdent ce que voilà. Que j'ai pas. Enfin, non, mais ça, c'est l'envie, en fait. Et ça, c'est différent. La jalousie, c'est quand tu possèdes quelque chose et que tu as peur qu'on te le vole. L'envie, c'est quand tu désires ce qu'a ton prochain. Ça serait pas l'altruisme, parce que c'est au lieu d'être jaloux de ce qu'a l'autre, Alors, attends, là, alors non, en l'occurrence, non, attends, en l'occurrence, la jalousie, c'est que tu considères que tu as t'as déjà tellement, je crois. Qu'en fait, voilà, c'est jalousie, c'est tu gardes ton petit truc là, et qu'en fait, tu considères que tu es en telle abondance que tu peux en fait partager avec les autres. Donc c'est l'abondance en l'occurrence, je crois. Voilà. L'envie, c'est quand tu désires ce que l'autre a. Ah oui, alors ouais, c'est ça. L'envie, par exemple, entre artistes, on est très jaloux. On dit putain, mais lui, en fait, il a écrit un truc, je pourrais jamais faire pareil. Et ben en fait, c'est le truc qui va justement te donner la niaque de surpasser ton maître. Donc ça peut marcher aussi dans plein de domaines, et qu'effectivement, tu dis putain, l'élève qui a envie de dépasser le maître. Et c'est le petit truc de l'envie, en fait, son petit moteur. Et en fait, c'est pareil, ça permet le surpassement. Donc, je sais pas comment on appelle ça, dépassement de soi, je suppose. Et voilà. Pareil au niveau de... On est en train de tout découvrir, c'est cool. Au niveau de l'orgueil, alors ça, c'est lié à l'or, en l'occurrence, le métal or, et au soleil. Et le soleil, en fait, il rayonne, mais il a besoin de reconnaissance. Parce que s'il y a personne pour l'admirer, qui brille tout seul comme un con, le soleil n'est pas content. Donc, il a besoin de reconnaissance. Mais en l'occurrence, le soleil, c'est pareil, il doit considérer qu'en fait... Alors c'est marrant parce que ça c'est... alors le soleil en fait c'est l'orgueil, hein, c'est bien ça que j'ai dit. Ouais. Et l'orgueil en fait si tu veux, quand tu le pousses en fait jusqu'au bout, tu dis mais en fait c'est pareil, je suis tellement brillant en fait, je suis tellement... voilà, que j'ai pas... en fait que j'ai, comment te dire, que j'ai assez de lumière pour tout le monde quoi, et que j'ai pas besoin que chacun en fait me dise bravo machin. Non en fait je brille tellement fort que j'ai plus besoin en fait et j'en ai suffisamment pour donner à tout le monde. On voit bien qu'encore une fois en fait l'alchimie c'est vraiment un mouvement tu sais qui va vers l'extérieur, qui va quand même effectivement vers l'amour et vers l'aide de son prochain. C'est pas quelque chose que tu gardes jalousement en toi, c'est un mouvement qui fait comme ça si tu veux, qui est globalement généreux et tout ça. Pareil l'avarice en l'occurrence, ouais je sais plus. Bon bref, peut-être la générosité du coup. Tous les mots, le truc. la culpabilité. Ça c'est pas un défaut capital. Il y en a 7, mais ça n'est pas. Non. Ok. Non, la culpabilité. Mais après, on pourrait, je pense, si on réfléchit, on peut trouver des trucs intéressants sur la culpabilité. Bah, ça te met le doigt sur, je sais pas, le sentiment de justice, par exemple. Tu penses que tu as été injuste, quand tu te sens coupable, c'est que tu penses que tu as été injuste envers quelqu'un d'autre. C'est une question ça. Bah, pour moi, c'est ça, quand je me sens coupable, c'est putain, j'ai été injuste en fait. Moi, je trouve que c'est bien ce que tu as dit. La responsabilité, je trouve que c'est pas mal par rapport à la culpabilité. Oui. Tu vois, quand tu es La coupable, légitimité. tu sais que tu es responsable et c'est chiant d'être responsable. Ouais, mais Faut prendre ses responsabilités en fait. Bah oui. Mais tu peux te sentir coupable. Quand tu te sens coupable, tu te sens responsable. Peut-être même un peu trop, des fois tu... Ouais, c'est ça, c'est un peu trop en fait. Donc, après la responsabilité, c'est quelque chose de super aussi, ça c'est la liberté en fait. Mais ça, je pense que voilà, je vais rien apprendre à personne, mais la responsabilité, c'est quand tu deviens justement responsable en fait de ce qui va mal dans ta vie, de tout ce que machin, et que tu prends effectivement la vie comme le miroir de ce que t'es, et que du coup en fait tout ce qui t'arrive, c'est jamais plus la faute des autres, et que du coup effectivement tu te positionnes plus jamais comme victime, et que tu prends la responsabilité d'emblée de tout ce qui se passe dans ta vie.
En fait, c'est le pouvoir et c'est la liberté. Parce que sinon, tu es soumis, en fait. Tu es soumis aux autres, aux aléas, de machin, de trucs. Tu es toujours la victime de quelque chose, en fait. Et en fait, tu es dépossédé de ton pouvoir d'être humain. Alors que si tu considères effectivement que les situations que tu vis, les conflits qui se répètent, les machins, les merdes, et ben en fait, déjà, c'est des épreuves initiatiques, en fait, et des enseignements. Et qu'en plus, si tu veux changer le truc, il faut que tu changes ce qui se passe là-dedans. En fait, tu prends une responsabilité énorme, mais en fait, c'est ça, la liberté. Et moi, ce que je vois, c'est que y a un switch encore après ça. C'est pas juste, en fait, te dire, bon, c'est dur, mais je suis responsable, machin, mais d'éprouver, en fait, vraiment du plaisir dans les épreuves, du plaisir dans la liberté. Et la liberté, c'est non, c'est pas quelque chose, encore une fois, de bisounours. La liberté, c'est pas quelque chose qu'on peut t'accorder de l'extérieur. La liberté, c'est quelque chose que tu vas acquérir en creusant et en gagnant du terrain, justement, sur une partie de toi, en fait, qui est l'antagoniste de la liberté. Tu vois, qui cherche justement le contrôle, le machin, alors que la liberté, c'est un espace que tu développes au cœur de au cœur de ton cœur, de ta tête, de ta vie, de tout ce que tu veux, quoi. Et voilà, encore une fois, voilà, moi j'aime vraiment voir les choses comme ça. La responsabilité, c'est un côté un peu dur, si tu veux, mais oui, mais pourquoi la responsabilité? Parce que la liberté, quoi. Et même si elle est dure, la liberté, pour moi, on devrait tous aspirer à ça, quoi. Donc voilà. Oui. Bon.